Comme il était dans ma situation de plus en plus difficile de mener des études anthropologiques paisibles en Tunisie, à Carthage, euh, et que je tenais néanmoins à travailler sur le plan de l'anthropologie de la mémoire, euh, eh bien, euh, j'avais l'occasion de développer un autre site, le site de Waterloo. Alors, j'ai développé ce site également dans des cours, j'ai évoqué. Alors, Waterloo, ça représentait pour moi d'abord une partie de l'histoire familiale, non pas parce que j'ai des ancêtres qui se seraient battus sur le champ de bataille de Waterloo, mais parce que l'épopée napoléonienne auquel Waterloo est attaché était pour mon père, mais qui le tenait de son grand-père, qui le tenait probablement lui-même de son arrière-grand-père, eh bien, c'était quelque chose d'assez fort. Alors effectivement, papa, lui, comme j'ai pu le dire, c'était quelqu'un qui était perdu dans la télécommunication spatiale et dans les fréquences, mais c'était aussi quelqu'un qui était particulièrement érudit en histoire et en histoire politique. Et alors, l'épopée napoléonienne, il la connaissait vraiment sur le bout des doigts. Et depuis tout petit, j'en avais entendu parler. Donc, c'était quelque chose qui, pour moi, était intéressant. Alors, Waterloo, c'est le champ de bataille de Waterloo. C'est un lieu qui est situé entre Bruxelles et, et Charleroi. Je vous l'avais dit, je suis né à Bruxelles. Charleroi, c'est la ville d'origine de mes parents. Bref, Waterloo, à mi-chemin entre Bruxelles et Charleroi, ben, ça ne pouvait qu'être un lieu que l'on allait visiter. Donc pour moi, ce n'était pas inconnu, cette butte de Lyon, et puis ces différents musées, le site lui-même. C'était tout à fait intéressant, et je me suis dit, finalement, Waterloo, c'est le deuxième site touristique de Belgique, après Bruges. Bon an, mal an, entre 300 000 et 600 000 personnes qui viennent le visiter. Et tous les spécialistes de l'aménagement touristique vont le dire, c'est un site qui est mal aménagé, en tout cas à l'époque où je commence à m'y intéresser. Je commence à m'y intéresser d'un point de vue scientifique à peu près en même temps que Carthage. Eh bien, donc il y a des programmes de valorisation du site qui sont mis en place, notamment par la région wallonne, mais rien n'est terminé, bon, tout est en cours. Et alors je me dis, ben tiens, ça peut faire l'objet quand même d'une approche ethnographique. Ce n'est pas de l'anthropologie urbaine, mais ce n'est pas non plus, mais ça peut être de l'anthropologie historique comme de l'anthropologie de la mémoire. Et donc, qu'est-ce que je pouvais bien y faire? Ben d'abord, c'était la méthode que j'avais mise en place à Carthage. Waterloo, c'était d'abord une histoire. L'histoire, non pas depuis le Moyen Âge, mais depuis l'épopée napoléonienne, avec la confrontation militaire à cet endroit entre les Français d'un côté, avec Napoléon, et les Anglo-Hollandais avec Wellington, et les Allemands de Blücher, comme on dit en français. C'était cette période cruciale dans l'histoire napoléonienne où Napoléon allait une bonne fois pour toutes être mis hors de nuire, comme diraient les vainqueurs, et placé à Sainte-Hélène. Et Waterloo, l'issue fatale de Waterloo allait être évidemment pour les vainqueurs anglais et allemands eh ben, le départ d'une vision très très glorieuse de leur bataille, d'autant qu'ils étaient battus contre une terreur de guerre, quelqu'un qui était un stratège hors norme, Napoléon. Et donc pouvoir battre Napoléon, c'était pouvoir asseoir la notoriété des autres généraux adverses. Bon, et pour Napoléon, perdu à Sainte-Hélène, Waterloo, ben,
c'était une partie de l'élaboration d'un mythe. Le mythe qui va être répercuté très très largement en France, mais partout en Europe, à la fin du 19e siècle, et puis après, notamment par Victor Hugo et par bien d'autres. C'est le mythe de la destinée humaine, où envers et contre tout, une personne, en l'occurrence Napoléon dans un premier temps, ben, une personne va à la rencontre de son destin et le mène jusqu'au bout, jusqu'à la mort, jusqu'à la destruction et le magnifie malgré tout. Et c'est ce que Napoléon a tenté de faire pour toute son existence. Donc, il a écrit ou fait écrire à, à l'île de Sainte-Hélène, et c'est le mémorial de Sainte-Hélène, et donc Waterloo occupe une très grande place évidemment dans cette affaire. Donc il y avait ça. Alors pour l'anthropologue, c'était remettre en place cette situation historique-là. Je me suis rendu compte très vite que Waterloo, ce n'était pas simplement qu'une bataille, mais c'était une bataille très polémique, parce que tout le monde donnait du crédit à la manière dont la bataille s'était placée du point de vue de Napoléon, ou plus exactement tel que Napoléon l'avait aménagé, alors qu'il y avait des tas de zones d'ombre, etc. Et donc, pour mes contemporains, nos contemporains, ceux qui s'intéressaient à Waterloo, il y avait chez tous ceux qui s'intéressent à Napoléon de près ou de loin, et puis chez les historiens qui s'occupent de Napoléon, il y avait des polémiques possibles. Il y avait beaucoup d'éléments, et c'était intéressant. Ces polémiques connaissaient un certain retentissement aussi dans l'édification, enfin dans les programmes de valorisation du site, y compris à la région wallonne, parce que qu'est-ce qu'on va promulguer finalement, le vainqueur posthume qui est Napoléon, les autres vainqueurs, une réconciliation entre les uns et les autres, le démarrage de l'Union européenne, enfin bref, et avec chaque fois des historiens locaux ou autres qui disent attention, attention, c'était pas comme ça que ça s'est passé, et donc il y avait là toute une polémique. En tant que telle, rien que d'un point de vue anthropologique, ça révélait pas mal de choses sur la culture dans notre société. Et donc ça, je tenais à le prendre en compte. De même que, comme je l'avais fait à Carthage, les pratiques culturelles des gens qui fréquentent le site. C'était quelque chose de tout à fait intéressant à cerner. Alors les pratiques culturelles, elles étaient multiples. Parce que qui fréquente le site? Eh bien, les touristes, les centaines de milliers de touristes, qui ne connaissent pas très bien ce qu'est Napoléon ni Waterloo, mais qui y viennent parce qu'il faut y venir. Ce sont les chercheurs en herbe et les autres qui viennent. Ce sont les gens qui sont donc intéressés par le site de Waterloo, mais qui ont chacun leur propre manière de voir le site, leur propre manière de déambuler. Et puis alors, ce sont les groupes de reconstitution. Chaque année, au moment à l'anniversaire de la bataille, il y a des gens qui viennent de la région de Charleroi et qui se retrouvent au pied du site pour faire un campement, etc. Et tout ça en dehors de toute évocation qui puisse être orchestrée par la municipalité ou au contraire même par la Belgique en tant que telle. Et donc, comme il y a eu les commémorations du bicentenaire de la bataille. Donc, en définitive, c'est à l'occasion d'une de ces fêtes d'anniversaire de la bataille, qu'un petit colloque est organisé au centre du visiteur de Waterloo. Et là, je suis devant un parterre de spécialistes, de politiciens locaux et de membres politiques de la région wallonne et autres. Et je suis amené avec un historien qui aura la part, portera un discours sur l'histoire de la bataille de Waterloo et les lendemains. Moi, je suis amené à proposer un regard anthropologique sur cette affaire. Alors, comment est-ce que je ne me rappelle plus comment est-ce que j'étais arrivé, alors que je ne cherchais pas du tout à avoir des interlocuteurs dans l'ordre de la puissance publique et de ces gens installés dans le souvenir napoléonien. Comment est-ce que je suis arrivé à être l'anthropologue de service qui allait diffuser un savoir à cet égard? Je n'en sais plus rien. Je pense que c'est par un étudiant qui était lui-même lié à ce monde-là que j'ai pu obtenir cette place. Le fait est que j'ai fait un discours qui pouvait gêner les aménageurs potentiels du site, parce que je n'allais pas
Enfin, j'expliquais qu'il y avait quelques problèmes au niveau de la déambulation de gens très différents les uns des autres, d'autant qu'il y a encore en plus de ça tous ceux qui voient Waterloo simplement comme un lieu dégagé de toute contrainte urbaine et puis qui sont là pour se délasser, pour faire du sport, pour marcher, pour le plaisir de marcher. Bon, bref, donc des choses très différentes à dire. Et puis quand même un discours où je mets un point d'honneur à évoquer la partie mythique et en quoi le mythe de Waterloo est rassembleur. Et en définitive, je cherche à montrer comment les différentes phases de la bataille, par exemple, sont des phases qui ont permis à la fois aux différents belligérants de montrer qu'ils ont fait des erreurs, mais aussi de montrer qu'ils ont été des héros, véritables héros. Et donc finalement, tout le monde s'en sort, pas vainqueur ou vaincu, mais il y a une sorte de... Dans le désastre humain de la bataille de Waterloo, avec des milliers de morts, des dizaines de milliers de blessés, des chevaux morts, enfin un désastre, une demi-journée de bataille, des mois pour remettre l'endroit à peu près de façon décente dans l'état antérieur. Bref, pour montrer que cet endroit est bien un endroit qui peut produire des mythes rassembleurs, comme des mythes diversifiés. Et ça, c'était assez intéressant finalement, et je montrais qu'à travers le destin que l'empereur avait proposé, le destin d'un homme, c'était en fait le destin de tous les belligérants, de tous ces gens qui n'avaient pas de nom et qui se retrouvaient glorifiés à travers quoi? À travers les différents monuments qui émanent le champ de bataille, parce qu'on ne dit pas ici le général un tel a fait ça, ici le général un tel est mort, ici, là. On dit parfois ça pour un mort, mais on dit surtout là, le premier régiment d'infanterie a pris d'assaut ceci. Là, le énième régiment des Scots Grey a résisté, etc. Et donc, en définitive, ce sont des humains qui sont mis face à face les uns par rapport aux autres. Et pour moi, sur le plan anthropologique, c'était intéressant à cerner. Et puis alors, surtout, ce qui est intéressant à cerner, c'est la mort. La mort. Le Waterloo, c'est quand même un désastre humain, c'est la mort. Et la mort, eh ben, elle est reprise dans les mythes. Elle est productrice de héros, et de héros post-mortem. Et elle engage des gens, ceux qui ont leur mort et qui peuvent exhiber leur mort, d'une certaine manière, exhibent une force particulière dans la recherche de la mémoire et dans la légitimité de la mémoire. Et là, sur le site de la bataille, en tout cas à l'époque où je commence mes recherches, les morts, ils sont dans le camp français. Il y a 2 crânes qui sont exposés au pied de la butte du Lion et qui peuvent être des crânes de gens d'anglais ou de néerlandais qui étaient là. Mais surtout, il y a un squelette que j'apprendrai ultérieurement, squelette recomposé à partir de différents squelettes. Donc vous voyez, fabrication du mythe, et qui montre un hussard de l'armée française. Et puis dans le jardin de la ferme qui a été le dernier quartier général de Napoléon, il y a un ossuaire, c'est le seul ossuaire sur la bataille, mais donc tout ça c'est dans le camp français, donc on peut être triste du sort néfaste pour les Français, mais en même temps on peut pleurer de manière très légitime. Et beaucoup d'admirateurs de Napoléon viennent pleurer ou viennent sur le site de la bataille pour se remémorer ce qui a été un désastre autant qu'un élément mythique. Et alors, pour l'anthropologue aussi, ce qui a été tout à fait intéressant, c'est justement solliciter à partir de la reconstitution de ces discours mythiques, reconstituer les pratiques à travers les gens qui regardent une reconstitution de gens en uniforme, à travers les gens qui reconstituent eux-mêmes les uniformes et qui sont des gens, on peut dire, mais ces gens, ce sont des militaristes, ce n'a rien à voir. Ce sont des gens de tous les milieux, ce sont des gens de toutes les formations, qu'elles soient universitaires, pointues, à rien du tout. Ce sont des gens qui ont appris l'histoire, qui ont accédé à l'histoire en refaisant des choses, non pas à travers uniquement l'intelligence, à travers l'intelligence oui, parce qu'ils s'interrogent dans les archives, mais à travers
pour savoir exactement comment il fallait tenir un fusil, pour savoir comment il fallait rapiécer tel uniforme. Donc ce sont des gens qui établissent, qui ont accès à un savoir écrit, mais aussi ce sont des gens qui découvrent des choses. Et qui les découvrent comment? À travers ce que l'historien et l'ethnologue aussi, il faut le reconnaître, ont très difficile à évoquer, c'est toute la sensibilité. Comment, qu'est-ce que provoque un coup de fusil pour quelqu'un qui manie un vieux fusil? Que provoquent les déambulations lorsque l'on est en rang serré, et à côté face à d'autres personnes en rang serré, et dans un contexte où il y a de la poussière, etc. Comment est-ce qu'on fait ça? Qu'il y a une charge de cavalerie? Voilà. Donc, c'est quoi? Eh bien, pour moi, c'est extraordinaire. C'est le principe de la chimère, c'est l'approche de la mémoire, c'est l'anthropologie de la mémoire, mais à travers une mémoire qui n'est pas écrite et d'une mémoire qui n'est pas dite, mais une mémoire qui est vécue, une mémoire qui est vécue à travers ce que font, par exemple, les gens qui dansent et qui rappellent, en mettant un masque qui rappelle les esprits, et qui ne sont plus les gens, mais qui sont les esprits. Ici, on a affaire à des spectacles qui donnent non plus des gens contemporains, à des contemporains, mais des personnages qui sont des personnages vieux de 200 ans. Et donc, c'est quelque chose de tout à fait intéressant qui m'a amené alors à écrire sur Waterloo. Alors donc, le texte de ma conférence, revu et corrigé, a été publié dans une publication scientifique de l'Université de Louvain, qui portait sur l'anthropologie de la communication. Et puis ce texte a figuré très longtemps sur la première page du site internet du laboratoire d'anthropologie urbaine. Donc, voilà, si moi je m'inquiète pour savoir si ce que je fais est légitime en termes de recherche, eh bien, il y a au moins un répondant qui l'accrédite. Et donc, ces recherches, bon, là aussi je pourrais dire, ce sont des recherches partiellement inabouties. Elles ont permis de dire des choses sur le rapport avec les grands anciens, sur Napoléon et d'autres. Elles ont continué longtemps par le biais d'étudiants que j'ai lancés à la quête de l'épopée napoléonienne et qui allaient chiner des informations à gauche et à droite pour leurs travaux. Hein. Et donc ça a été fait à plusieurs reprises. Ça pourrait être systématisé. Ça pourrait être aussi la base de recherche ultérieure. Oui, je continuerai effectivement à m'intéresser à Waterloo. Je l'ai dit à des amis, je suis intéressé par la poursuite, mais non plus ni anthropologique ni historique à proprement parler, mais biographique d'un des généraux de l'épopée napoléonienne qui s'est illustré à Waterloo. C'est le général Drouot, Antoine Drouot, qui a été considéré comme un personnage totalement extraordinaire dans la mesure où il était un petit peu, il était fasciné par le personnage de l'empereur et il a suivi l'empereur progressivement comme personnage, mais comme personnage totalement intègre, à la différence d'autres généraux. C'est quelqu'un qui était profondément religieux, c'est quelqu'un qui était profondément respectueux des contrées où il passait. C'est quelqu'un qui était détaché par rapport à l'argent et qui a été pour cela mis en épingle bien après la mort de Napoléon par les tenants de l'épopée napoléonienne. Il a été un petit peu présenté comme étant ce personnage hors du commun, qui accrédite par sa noblesse et son éthique toute une époque qui est aussi une époque, bien sûr, de changement, mais une époque de magouille. Alors, c'est quand même l'anthropologue qui fait aussi cette recherche biographique. C'est ce que je suis en train de faire. Là, ça passe par la bibliographie, par la généalogie de ce personnage. Alors, ce personnage, il est présenté comme fils d'un boulanger pauvre qui s'est battu
pour aller à l'école envers et contre tout, qui étudiait la nuit à la lueur de la bougie et surtout à la lueur du four paternel du boulanger. Bon, je remarque que certes, les parents étaient boulangers, certes dans un jardin, dans un quartier populaire, mais les parents, c'était des parents d'ancien régime, qui étaient des régisseurs de nobles lorrains, et donc l'affaire est plus complexe. Le Drouot, néanmoins, est quelqu'un qui a accompagné l'empereur. Il a accompagné l'empereur notamment dans comme chef de l'artillerie de la garde impériale dans la conquête de la Russie et la prise de Moscou, et puis surtout la débâcle, la retraite de Russie. Il a été quelqu'un qui s'est illustré dans les campagnes qui ont permis à Napoléon de résister en 1814 avant d'être envoyé à l'île d'Elbe, dans une première éjection de l'empereur. Et puis il a été le gouverneur de l'île d'Elbe sous Napoléon. Puis il est revenu et à Waterloo, il est un personnage important parce que c'est lui qui a en charge l'artillerie et qui va décider de retarder l'attaque d'artillerie de l'armée française, qui en principe était une attaque de supériorité militaire et qui n'a pas pu se faire à cause de la pluie qui avait littéralement inondé le terrain. Donc il a différé l'attaque et puis après il s'en est toujours voulu. Bon. Mais après l'épopée napoléonienne, c'est quelqu'un qui a été considéré pour sa rigueur et sa noblesse d'âme vis-à-vis notamment de l'argent que lui avait donné Waterloo, que lui avait donné Napoléon lorsqu'il est mort à Sainte-Hélène. Il avait couché parmi les gens qui allaient bénéficier des mannes impériales, et il a pratiquement tout donné aux vieux grognards qui, eux, subissaient beaucoup après la défaite française en 1815. Il s'est occupé d'œuvres sociales à Nancy, qui était sa ville. Il a fait pas mal de choses. Et pourtant, par sa rigueur, Louis-Philippe, qui est un roi de France en 1830, qui a d'ailleurs contribué à l'indépendance de la Belgique, dont les troupes sont repassées devant Waterloo, et bien ce roi a voulu que ses enfants soient éduqués par Drouot. Et donc, c'est un personnage qui a passé toute une série de milieux et d'étapes historiques fondamentales. Et c'est un personnage qui m'intrigue, parce que c'est un personnage qui vient donner des lueurs différentes sur l'épopée napoléonienne. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Est-ce que c'est un travail anthropologique? J'ai l'impression que c'est une biographie, et une biographie historique. Donc c'est un travail d'historien. Je m'amuse à lire des auteurs comme à chipoter dans les archives, et c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Mais en même temps, c'est pas n'importe quel chercheur. C'est un chercheur qui a une sensibilité anthropologique. Et alors c'est tout à fait étonnant. En entrant, je ne vais pas dire que les historiens ne le font pas, hein, ils ont peut-être la même expérience, mais moi je la ressens véritablement à travers mes pratiques anthropologiques. Je rencontre un milieu, je rencontre les parents de Drouot, je rencontre les grands-parents de Drouot. Je ne suis pas là simplement pour dire « Ah, les documents ont dit que ils étaient peut-être boulangers, mais pas les ancêtres. » Non, je rencontre des gens qui vivent, des gens qui font du pain, qui vendent le pain. Je rencontre un milieu qui va acheter le pain. Je rencontre l'école de frères des écoles chrétiennes dans lequel le jeune Drouot poursuit son éducation. Je vois les batailles. Je vois le personnage, je vois les autres personnages. J'entre dans un milieu et je ne vais pas en faire l'ethnologie. Mais je pense que dans mon écriture, je ferai passer cette sensibilité-là. Et donc, là maintenant, à un moment où je suis dans une phase de mise à la retraite sur le plan de l'enseignement, depuis déjà 2 ans maintenant, et mise à la retraite progressive sur le plan de la direction de la revue, je ne vais pas quitter comme ça les Tziganes. Il y a encore des recherches sur le cas. Je ne vais pas quitter comme ça Carthage. Mais je me sens libre d'être à la fois plus historien comme j'aurais voulu l'être à 12 ans,
et de conjuguer en même temps le plaisir de faire de la recherche en tant qu'anthropologue et d'approcher des domaines comme celui de Waterloo ou d'un personnage de l'épopée napoléonienne euh, avec le regard de l'anthropologue, la sensibilité de l'anthropologue et la méticulosité technique de l'historien qui travaille en archives et puis qui reconstitue des, des grands secteurs de l'histoire humaine. Euh, J'avoue que dans la foulée, je m'intéresse aussi à d'autres thématiques et l'une de ces thématiques est d'ordre historique. Hein, c'est aussi une thématique que je dois à ma mère. Dès l'âge de 10-12 ans, elle m'en parlait beaucoup. C'était probablement parce que c'était quelques réminiscences de son milieu d'origine et qu'à travers ça, elle reparlait de ce milieu-là qu'elle n'avait pas elle-même connu. Mais elle m'a parlé des croisades, elle m'a parlé de l'ordre des Templiers et elle m'a ouvert le désir d'en savoir plus sur cet ordre-là. Et c'est absolument quelque chose d'intéressant. Et là, c'est à côté de Carthage, c'est autre chose. C'est un nouveau chantier que je suis en train de mener avec toute la rigueur possible et où j'y mettrai mon énergie. Les Templiers aujourd'hui, ben, évidemment, ça fait 600 ans qu'ils sont morts. Mais il y a plus de 40 organismes qui se prétendent être des descendants des tziganes, soit, pardon, des Templiers. Oui, les tziganes ne me quittent pas. Mais soit en ligne directe, soit au contraire des reconstitutions. Et puis alors on a des choses aussi sordides que l'ordre du Temple solaire, qui s'est revendiqué du Temple. On a des choses aussi sordides de tueurs d'extrême droite qui tuent du musulman parce que comme ça ils refont les croisades et ils essayent de protéger l'Orient. Les Templiers, c'était un ordre de moines soldats. Effectivement, ils ont vécu à l'époque des croisades, mais ce n'étaient pas des pourfendeurs de musulmans, loin de là. Et aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, c'est que l'on a non seulement à notre disposition toute une littérature sur les Templiers, avec tout et son contraire. On a des revues qui sont à disposition du grand public et qui d'année en année répètent ce que les revues précédentes ont dit. Et donc, mais pourquoi redire ça? C'est qu'il y a donc un intérêt. Il faut interroger cet intérêt dans notre société contemporaine pour cet ordre ancien. Et c'est un intérêt, je le suspecte très fort, qui n'a pas grand-chose à voir avec l'extrême droite ou avec simplement une manière univoque de voir l'histoire. On recherche, nous aussi, nos grands anciens. Et, et donc là, ces grands anciens, qui étaient-ils? Que font-ils? Alors, j'aimerais, c'est l'ambition d'être le roi Ladurie des, 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 des personnes qui s'intéressent aux Templiers. Aujourd'hui, on a, à la suite de quelques historiens, parfois des femmes d'ailleurs, et je dirais même surtout des femmes, mais des historiens qui ont eu eux-mêmes assez difficile à faire valoir leur thème d'étude comme étant un thème universitaire sérieux, et qui ont percé dans le monde universitaire à travers ça. Eh bien, il y a, à la suite de ces historiens, toute une série de jeunes historiens qui relisent les archives, qui s'intéressent à des thèmes qui ne sont pas incompatibles avec l'intérêt ethnologique des anthropologues. L'alimentation, l'organisation du quotidien, les croyances, la littérature à la disposition des Templiers dans une commanderie. Enfin, autant de choses qui sortent des Templiers du simple chevalier qui se bat ou qui protège des pèlerins. C'est quelque chose, c'est tout un tissu complexe qui se reconstitue et qui est tout à fait intéressant. Alors évidemment, pour moi, c'est redécouvrir le latin médiéval que je n'ai jamais étudié, c'est redécouvrir des formes d'écriture qui sont difficiles, mais je vous avoue que c'est tout à fait intéressant parce que en relisant des actes qui concernent par exemple la Belgique et des commanderies de Belgique, eh bien, je me rends compte que ce que certains chercheurs locaux ont dit des commanderies n'a rien à voir avec ce qui était écrit sur le document en question. Et donc, vous voyez, il y a un intérêt qui sort peut-être des disciplines,
qui est nourri par le dialogue entre les disciplines et entre notamment deux disciplines qui me sont chéries, mais que j'ai l'opportunité, enfin, je dirais, d'être à la fois historien et anthropologue sur un thème qui me plaît pleinement. Et je n'oublierai pas les Tziganes, parce que d'ores et déjà, avec une historienne qui m'a précédé et qui m'a longtemps accompagné et m'accompagne encore dans la revue Études Tziganes, on a l'idée de, après mon passage par les Templiers, de reprendre une histoire.